Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir chez Karine, en bravant les restes du froid et de la pluie de ces dernières semaines. On est particulièrement heureux d'accueillir Mathieu Brosseau, un auteur qu'on aime beaucoup, qui nous fait la gentillesse de venir participer régulièrement à des rencontres ici, parce qu'on sait bien que les grands auteurs sont aussi des grands lecteurs, hein, et je pense que Mathieu en fait partie. On va parler ce soir de Chaos, donc son dernier roman, son deuxième et dernier roman en date, paru il y a quelques semaines chez Kidam Éditeur. On va parler un petit peu aussi de Data Transport, peut-être d'écrits antérieurs également. Euh, donc, alors, est-ce que je le dis ou pas? Bon, je suis vraiment très flatté d'accueillir le professeur d'université Mathieu Brosseau, un spécialiste de la psychiatrie hospitalière, euh, qui, a, qui a exercé 16 ans en hôpital et qui, à l'issue de ce travail, nous a livré en fait un peu le fruit de son expérience dans ce qui n'est pas un roman, mais en fait un traité savant de psychiatrie hospitalière. Non, évidemment que non, et je dis ça d'autant plus volontiers que on parle beaucoup, et on va dire pourquoi, on parle beaucoup de folie dans Chaos. En fait, c'est pas du tout un roman sur la folie, hein. Voilà, et je voulais que ce soit dit, parce que euh, sinon après on croit, et alors qu'en fait c'est un thriller, tout simplement. Non, mais c'est un livre étonnant, qui est à la fois clair, qui nous emmène d'un point A à un point B. Alors le point B, c'était plutôt Data Transport, je sais bien, mais en chemin de fer notamment, et qui a une apparence linéaire, une apparence claire, et qui est extrême, qui est redoutable dans la manière dont il sème en fait des choses sur le chemin qui sont qui obligent à se poser en permanence pour le lecteur la question de qu'est-ce qu'on est exactement en train de chercher, qu'est-ce que les personnages sont en train de chercher. Et c'est pour ça, on en reparlera tout à l'heure, mais que je ne sais pas si ça plaît ou pas à l'auteur, mais à Mathieu, mais qu'il y a une filiation forte entre Data Transport et Chaos, enfin, à mon avis. Donc on va juste quand même dire de quoi ça parle. Là. Chaos, enfin, de toute façon c'est simple, donc, parce que c'est un thriller. Euh, donc il y a une ville, la ville, euh, où une personne qu'on va appeler par commodité la folle est internée, hein, donc dans un hôpital psychiatrique. On ne sait pas pourquoi. Si ce n'est qu'elle a en tout cas un symptôme assez curieux dont on nous fait part dès les toutes premières pages, c'est qu'en permanence pour elle, au-dessus, où qu'elle soit, au-dessus d'elle, il y a flotte dans le ciel une espèce de grosse masse rouge spongieuse. Aucune idée de ce que ça peut être. Enfin, on dira peut-être un petit peu de ce que ça peut être, mais qui est là. Et donc, évidemment, comme elle voit ça en permanence et qu'elle est la seule à le voir, on va dire que c'est un symptôme de folie. Mais on ne sait pas ce qui a provoqué son internement. Et c'est quelque chose, je vais y revenir, hein, qui marque en fait le roman. C'est il y a du mystère. Et puis, bon, il y a un ponte psychiatre qui est un peu le chef. Si vous pensez à Sarah Connor, par exemple, dans Terminator 2, enfin, on voit très bien le parallèle. Il y a un ponte qui a baissé les bras depuis longtemps, si même il les a levés un jour, et qui dit, bon, elle est incurable, elle est là, elle est internée, puis on verra dans 30 ans. Donc il s'occupe plus vraiment d'elle. Puis arrive un jeune interne, enfin jeune, un interne qui n'est pas un interne en psychiatrie, c'est un interne en obstétrique, hein, bon, mais qui se prend de curiosité, d'affection, d'empathie, de sympathie en fait pour la folle, peut-être d'autres choses que simplement de la sympathie et de l'empathie. Et en tout cas, il l'organise, euh, improvise, enfin en tout cas il met en œuvre une échappée où tout à coup il emmène la folle prendre le train pour aller dans l'autre ville, qui est loin quand même, euh, où elle va retrouver sa sœur aînée, l'aînée, qui est une artiste alcoolique, mais donc elle n'est pas internée. C'est déjà ça. Et, et voilà, c'est ça en Et fait. qui Hein. est sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle, absolument, absolument. On l'appelle l'aînée parce qu'elle est sortie 3 secondes plus tôt en fait. Et voilà, ça c'est l'histoire.
Et derrière, il y a des choses absolument incroyables qui se passent dans tous les replis, dans tous les interstices de ce chaos. Alors, on l'évoquera sûrement tout à l'heure, est-ce que ce chaos est aussi chaotique que ce qu'il prétend, ou est-ce qu'il est beaucoup plus ordonné que ça? Enfin, tu nous éclaireras peut-être. Moi, j'avais une première question, si tu veux bien, avant qu'on écoute, parce qu'on va essayer d'écouter un maximum d'extraits, parce que chaos, c'est vraiment de la langue qui bouillonne, qui vit et qui crée quelque chose en direct. J'aimerais bien savoir quand même le processus qui t'a conduit de data transport vers chaos. Si processus il y a, et non pas simple accident. Alors, je pense que déjà, si on voit data transport puis chaos, on oublie aussi tout un tas de livres qui ne sont pas périphériques, mais qui font vraiment partie de mon boulot, de mon corpus déjà. Voilà, donc en fait j'ai publié une dizaine de recueils de poésie, de prose poétique, et bon, déjà dans Data Transport, pour Data Transport, j'avais écrit un certain nombre en premier lieu de lettres poèmes que j'ai habillées, que j'ai structurées autour d'un ensemble narratif. Bon, je sais pas si on va y revenir, c'est pas l'objet ici. Mais c'était c'était une structure assez bipolaire. Vous aviez d'un côté les poèmes, de l'autre le récit, la narration, mais la frontière était très nette entre ces deux modes d'approche, ces deux approches littéraires. Là, l'intérêt, pour moi, une évolution, c'était vraiment d'entremêler et de créer une plus grande hybridité entre ces deux genres. Si bien qu'à mon avis, on ne sait jamais trop si on est dans le poème ou le roman, quoi qu'à mon avis, on est clairement dans le roman, mais on sent toujours cette langue extrêmement musicale, et qui là fait partie de mon approche, et l'essence de mon approche littéraire et de mon désir d'écrire. Alors sur cette langue qui est utilisée, je trouve qu'il y a une chose qui est frappante d'emblée, c'est qu'effectivement, comme l'un des quatre personnages et celui qui porte le poids du roman et de l'aventure, la folle. Donc elle a évidemment ce langage de la folie. Alors le lien entre la folie, le langage et l'art, c'est quelque chose qui a été exploré, battu, rebattu, au moins depuis Artaud, mais même avant. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un travail très intéressant qu'a conduit Mathieu Brosseau pour sortir en fait de simplement cette question de l'art et la folie, et de trouver en fait une langue qui soit contaminante en fait, je trouve, parce que les autres personnages, qui eux sont pas censés être fous au sens médical du terme, il leur arrive quelque chose à leur langage, ou à leur langage rapporté, ou un truc. Et ça, je voulais, c'est comment, voilà, t'avais imaginé cette contamination du réel ou du réel normal. Alors, d'abord, il y a vraiment un sujet qui m'a beaucoup préoccupé pour ce livre, c'est l'idée de transparence intérieure. Donc, la question, c'est de savoir comment finalement on retranscrit de la pensée. Est-ce qu'on la retranscrit de façon extrêmement fidèle, auquel cas ça devient assez imbitable, parce qu'évidemment nous sommes tous habités de pensées totalement décousues, on saute du coq à l'âne, on finit pas ses phrases. Finalement, c'est une matière assez poétique. Alors, est-ce qu'on va retranscrire ça tel quel, ou bien est-ce qu'on va totalement mentir et dire que non, on va penser de façon très structurée, de façon très linéaire, alors voilà, où est-ce qu'on se place, comment on retranscrit ça? Est-ce qu'on va le faire
quelque chose à la Joyce, plutôt très structuré comme Woolf, ou où est-ce qu'on se place là-dedans? Comment? Voilà. Et donc l'idée de la folie, moi j'avais envie de la traiter de façon très quotidienne, c'est-à-dire justement, euh, au fond, si on met un dictaphone dans notre tête, on est tous fous. En tout cas, il y a à chaque fois ces ruptures dans un discours intérieur qui ne finit pas, qui parfois d'ailleurs vire à l'obsession. Et, et, et donc comment on va traiter ça et quels vont être ensuite les effets de, cette porosité entre les corps, entre les personnes dans la façon qu'ils ont les uns et les autres de communiquer. Et voilà, quelle est cette matière-là un petit peu folle qui nous lie et tous à travers ces pensées. Et dans le roman, si au départ j'essayais effectivement de bien séparer les personnages, petit à petit, comme c'est comme une quête qui doit, comme tu le disais à l'origine tout à l'heure, faire se rejoindre deux sœurs, comment finalement les propos aussi vont, par effet de contamination, se rejoindre également, ce qui peut davantage vers la fin du livre, créer cette impression de totalité, finalement de totalité de pensée. Et d'ailleurs, tu parlais de contamination, mais ce que j'ai essayé de faire aussi, et ça m'amusait beaucoup, c'était c'est-à-dire que on a par exemple un bloc narratif assez simple et structuré. Et ensuite, vous avez justement une pensée qui va être décrite. J'utilise généralement le discours en direct libre. Eh bien, il fallait pas non plus les dissocier totalement. L'idée et l'intérêt, c'était aussi de prendre quelques éléments d'édite pensée pour les intégrer dans la partie narrative. Et donc, et de plus en plus, et plus on avance dans le roman, et plus justement il y a une perturbation comme ça des lignes entre le poétique de la pensée et le narratif. Là, je sais pas si je vais... Est-ce que tu nous en dirais un premier extrait? Donc là, c'est le psychiatre, tout est début du roman, qui vient la voir. Pourquoi est-elle encore là? Pas assez de lit. C'est ça. C'est quoi sa bosse énorme sur le front? Ça devient un œuf de pigeon? Il en manque cruellement à l'hôpital, des lits. Il faudrait la faire sortir, dans l'absolu. Elle prend une place. Le directeur chaque année dit, chaque année, il y a baisse budgétaire. Depuis au moins 20 ans. Les tableaux. Le ministère jette ces gens dans le métro. Elle. Normalement, elle devrait y être, mais le préfet. Pourquoi d'ailleurs? Comment s'est-elle fait ça? Schizobidule ou je ne sais pas. Le médecin ne sait pas. Clinique. Elle est tableau clinique. Oui, elle est séparée. Une hallucination la sépare de. Oui, séparée de. Oui, tableau. Stress. Psychose, cette structure. Le docteur voit un cafard sortir sa tête et quelques pattes noires d'un trou. Dans un angle au plafond. Il voit la bête sans la voir, sans lui donner d'égard. Il la voit tout simplement, juste avec ses yeux. Le cafard rentre dans son trou. Fatigué. Il a mal dormi, oui. Elle est blanche, elle. Elle est simple. Elle est sans sentiment. Elle est ailleurs, carrée. Tout lui passe. Tout lui passe au travers, en elle. Tout coule comme l'eau de la fontaine, sur le marbre. Elle doit souffrir, peut-être sans le savoir. Ce serait mieux dehors. Quadrillage des rues. Elle ne connaît pas le monde. Elle n'a jamais travaillé. Elle est asséchée. Comment aurait-elle pu s'en sortir si, avec un tel dossier, le préfet avait-il joué? Cette nuit, sa femme. Elle n'a pas voulu dormir avec lui. Elle est allée dans le salon. Elle est fatigante, vexante. Il ronfle. Il a des kilos. De la graisse doit entourer ses poumons. Peut-être. Son cœur. Ou peser dessus. De telle sorte que ses narines, la nuit, font des cris de bête. Ce n'est pas très digne. Il ignore s'il a honte. C'est pas. Il aime beaucoup l'infirmière. Tableau. Alors là, c'est vraiment un extrait. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a vraiment un entremêlement très clair
Enfin, c'est vraiment du discours indirect libre, là, où d'ailleurs il ignore s'il a honte, là c'est clairement le narrateur, et juste avant, juste après, vous avez clairement du direct, et il y a un entremêlement. Il y a une chose qui m'a fasciné dans le déroulé en fait de Chaos, c'est que même si voilà, tout le long ça se nourrit de cette incertitude sur le statut enfin, de la langue qui est à l'œuvre, enfin, sur ces effets de passage entre l'inconscient, le conscient, le discours rationnel et le discours réputé irrationnel. Enfin, mais c'est qu'il y a un récit qui en fait est placé pour moi sous le signe des potentiels et notamment de l'inquiétude. Parce que comme au départ, on inscrit ça quand même dans un univers psychiatrique semi-carcéral, enfin, donc même s'il n'est pas d'une férocité incroyable, mais il y a des petits indices qui sont disséminés dans le discours sur le fait que nous, au début, lectrice ou lecteur, on ne sait pas pourquoi elle est enfermée, bon, à part cette masse spongieuse rouge. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça fait longtemps qu'elle est là, on l'a mentionné, ça fait des années qu'elle occupe ce lit à l'hôpital. Et en fait, je trouve qu'il y a un jeu extrêmement réussi par Mathieu Brosseau pour semer en fait une graine d'inquiétude et faire que, j'étais très sérieux tout à l'heure en disant que une des possibilités et un des fils de lecture de Chaos, c'est une forme de thriller où on se dit tout cela est trop gentil, parce qu'il y a un espèce d'élan utopique et bienveillant à l'œuvre entre concupiscent aussi, hein, bienveillant et concupiscent, entre l'interne, la folle, et puis cette échappée vers l'autre ville et la sœur. Mais il y a une espèce d'inquiétude sourde qui est là tout le temps en disant non mais c'est une folle quoi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Il va peut-être se passer des choses absolument atroces. Et je trouve que c'est vachement bien fait qu'à chaque instant, même dans les moments d'euphorie, de beauté langagière, on se dit ouais mais ça cache quelque chose. Il va se passer quelque chose d'atroce, ou il peut se passer quelque chose d'atroce. Et je trouve que de maintenir jusqu'au bout du roman cette espèce d'équilibre très instable en disant c'est beau, il y a un élan généreux et positif, et puis ça pourrait dégringoler d'un instant à l'autre. Je trouve qu'il y a une espèce de travail d'équilibre qui joue sur la langue, sur l'écriture, mais qui joue aussi sur ce que la lectrice ou le lecteur peut avoir en tête sans qu'en fait il y ait besoin de trop le pousser. Et j'aime bien ce fait de rester sur les possibles, qui est quelque chose qui était déjà très à l'œuvre dans Data Transport, de maintenir des possibles ouverts le plus longtemps possible. Bah, t'as tout très bien dit. Non, mais là, je pense tout de suite à Bataille. Je pense tout de suite à Bataille parce que, et à la littérature et le mal, c'est que le principe, à mon avis, le principe même du romanesque, c'est qu'il est possible que ça se passe mal. Donc c'est l'ouverture d'un potentiel de catastrophe. Voilà. Si ça se passe pas, eh bien effectivement l'inquiétude n'est pas là. Et je pense que d'ailleurs c'est le principe et le principe d'addiction des séries ou des polars ou machin, c'est qu'on est toujours dans un truc où voilà. Alors ce n'est ni à mon avis une série ni un polar, mais effectivement il me semble que l'ouverture d'un potentiel, l'ouverture d'un qu'est-ce qui va se passer et si ça se finit mal est à mon sens, quasi obligatoire. Enfin, et d'ailleurs, je crois, à un moment donné, dans le retravail du livre, à un moment donné, j'ai rajouté et si ça se passait mal. Bon, ça fait partie des tout derniers travaux de finalisation du livre. Et c'était fait exprès. C'était justement pour induire cette possibilité-là. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est un travail qui est très subtil parce que il n'y a pas de choses qui se passent mal. C'est-à-dire que en fait, le texte, jusqu'à un certain point, je ne dirais pas comment ça se finit, mais déjoue en fait les inquiétudes de l'actrice ou du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte sourde là en disant mais il y a quelque chose qui va se passer quand ils vont dans le train, un voyage en train quoi, enfin genre prends le TGV ou le corail là et puis tout va bien, c'est pas possible, il va se passer quelque chose.
Et en fait, oui, il se passe des choses, mais pas nécessairement celles qu'on attend, pas à l'endroit où on les attend. Et là, il y a quand même moi je trouve une espèce d'anticipation sur les anticipations avec les secteurs. Et enfin bon, c'est quelque chose moi enfin, j'admire beaucoup. Et et qui va de pair avec le fait que c'est un texte qui s'ancre pas du tout dans le familier. C'est-à-dire que euh, comment dire ça? Je crois que tu en as parlé dans un entretien que tu avais fait en vidéo en décembre, où il y a vraiment un travail pour effacer les repères, les choses familières en fait qui permettraient facilement à l'instructeur de dire oui bon bah, ça se passe à tel endroit, je reconnais le bâtiment, et de prendre peu à peu un truc qui joue avec l'inquiétude aussi. Enfin, comment tu as fait ce travail justement de dématérialisation de cette façon, tout en restant très concret, hein, c'est pas un essai, hein, très très loin de là. Hein. Euh, alors effectivement, dans les toutes premières versions du livre, les personnages avaient des prénoms, les villes étaient nommées, euh, mais ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, et puis moi-même à la lecture, j'y croyais pas. Il y avait un problème de vraisemblance, du coup. On parlait tout à l'heure du principe du mal dans la littérature, mais je pense que le principe de la vraisemblance est aussi important. Bref, j'y croyais pas, et il m'a semblé à ce moment-là que comme le propos, le style, le ton, l'humeur du livre est quand même assez tout ça c'est assez fantaisiste. Du coup, dire où ça se passe, où on va, et que bidule ça n'a pas de sens. Et donc il fallait, à mon avis, à ce moment-là, passer un seuil, à savoir nommer les personnages par leur fonction ou par ce qu'on croit qu'ils sont, et non pas par des prénoms qui ne riment à rien. Et cela a permis, à mon sens, faire gagner, de faire gagner un petit peu un degré de gagner en degré dans l'ordre du symbolique, d'aller vers davantage de quelque chose d'un peu plus universel qui finalement, du coup, euh, les gens n'étant, enfin les personnages n'étant pas plus nommés, nous concernent tous. Parce que dès lors qu'ils le sont, enfin chaque mot, un nom de ville, un prénom, c'est à chaque fois porteur de quelque chose qui peut perturber, qui peut voire gêner la lecture. Euh, voilà, tout gommer, c'était finalement de ne pas prendre ce parti, ne pas prendre ce risque-ci d'ailleurs, et de ne pas donner de fausse importance à des choses qui n'en ont pas ici dans mon propos. Donc plus de ville, plus de nom de ville, plus de nom de prénom de personnage, juste des fonctions. Et donc ça permet de gagner, d'aller vers l'allégorie et de quitter le tout vraisemblable, le tout réalisme pour aller vers finalement ce que je voulais faire, c'est-à-dire d'aller vers davantage quelque chose de davantage universel, Ouais, moi je trouve à la lecture, enfin, vers le conte en fait. ce travail de gommage très soigneux en fait des repères géographiques, physiques ou matériels fonctionne énormément. C'est-à-dire qu'on serait bien en peine effectivement d'assigner les choses. Alors, ce qui est curieux, mais ça dépend peut-être des idiosyncrasies de chaque lectrice ou de chaque lecteur, c'est que il y a en revanche un matériau où il reste du repère ou du matériel, c'est quand peu à peu, et ça c'est le seul risque de faire un spoiler en fait hein, sur ce roman, quand au fil du périple, on apprend par divers moyens, peu à peu, par touche, l'histoire en fait de la folle. Et à la fin, on saura pourquoi elle a été internée. Hein. Il ne nous laisse pas mourir sans savoir. Donc, c'est atroce hein, comme histoire. Mais on en apprend notamment sur la famille. C'est-à-dire qu'au départ, on parle évidemment des deux sœurs jumelles, mais elles ont un père et une mère. On apprend le background de la famille. Et là, alors moi en tout cas,
ça m'a fait cet effet-là. J'ai commencé à plonger, mais ça c'est du fantasme, hein, parce que quand je relis après, je me dis bah non, en fait c'est moi qui ai rêvé, mais je voyais une histoire post-coloniale africaine et vraiment. Et après bon, je me suis laissé influencer par les baobabs. Et ça m'a fait marrer. Ah ouais, mais oui, mais moi Parce que c'est pas du tout le cas. je sais que c'est pas le cas, il me l'a dit après. Donc, mais je me suis dit je vais rien corriger. Moi c'est comme ça que je l'ai lu. Tu sais, Sur l'Afrique. ouais, j'ai imaginé un truc africain, post-colonial. Bon, il y avait le chemin de fer qui était un peu louche, parce que des chemins de fer en Afrique, il y en a quand même pas trop. Enfin, du chemin de fer voyageur, enfin, à longue distance. Enfin, il y en a, bon. Oui, oui, je vois un spécialiste dans la salle qui prend un air dubitatif, c'est vrai, mais bon, en tout cas, eh ben, ça marche vachement bien comme une histoire africaine aussi. Tu vois. Donc c'est bien que ce côté allégorique, multivoque, enfin, et de rester haut pour pouvoir signifier en fait et permettre à chacun de s'approprier fonctionne remarquablement parce qu'il n'y avait pas de difficulté à en faire une histoire de famille en fait voilà, métisse qui a bien profité des colonies puis qui ensuite une fois qu'il y a eu les indépendances a fait ses trucs quoi. Et bon le personnage et après je vous en dirai pas plus parce que le personnage du père il faut le découvrir quand il surgit comme ça au détour des élucubrations dont on nous fait bénéficier. C'est quelque chose. Hein. Du père Il y a ou pas de du père. grand-père? Le grand-père, pardon, le grand-père. Oui, le grand-père. Absolument. J'étais sûr que ça allait te plaire, ça. Ouais, ouais, le grand-père. Ouais, en plus, en imagerie qu'on pensait à ça. Je peux faire une Bah petite oui, voilà. description du grand-père. Ben voilà, parfait. On n'en parle jamais du grand-père. Sacré bonhomme C'est pourtant. politique. Alors le grand-père, alors aussi, bah là, oui, parce qu'effectivement le grand-père, dans la première version, il était italien. Donc ça, je l'ai gardé. Enfin, pas qu'il était italien, mais je lui ai laissé son côté parrain à l'italienne. Donc c'est Il Padrino. Pardon pour l'accent. Il Padrino, lui, était désormais immobile et muet, sur son siège à bascule. Une poche à pisse à droite, une poche à merde à gauche. Il portait un bavoir couleur arc-en-ciel, qui recueillait la mousse écumeuse que sa langue repoussait par à-coups brefs. Il ne bouge pas, le vieux, se disaient ensemble les sœurs jumelles. La vieille a dû lui couper les roustons, à force de les lui ronger. C'est ça l'amour, pas vrai? Elles en déduisaient qu'avec l'âge et l'infirmité, on était moins conquérant. Quand il était beau gars, il avait dû traficoter pas mal, il Padrino, comprenait-elle, à venir de l'autre ville avec sa palabre, à faire son commerce avec les peuples en guerre, ceux du désert. Qu'est-ce qu'il avait dû pavoiser, ce conquérant voleur de pièces de musée, pilleur de païens animistes, aspirateur de culture à recracher plus tard aux archéologues amateurs de ruines poussières. Et qu'est-ce qu'il en vendait des armes, pour que les primitifs s'entretuent, munitions aux fous de dieux archaïques, vente d'œuvres d'art aux opulents, et on tire sur ceux qui ne veulent pas de nos armes, et on écarte ceux qui ne veulent pas de notre culture la nôtre. On vend des mitraillettes, et avec l'argent récolté, on se fabrique des musées dans la ville, ou dans l'autre ville. Monde des expositions qui inspirent nos peintres en mal de gâchette. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas de sang sur les pinceaux. Tout se transforme. Et dans le désert, ça vend. Ça n'arrête pas de vendre. Et ça transite, comme dans les intestins, la guerre. Ça se passe dans les boyaux. Il y a un espace pour tout. Le lieu des intestins est le lieu du crâne. Les militaires se musclent l'œsophage barbare à force de gueuler. Et les kalachnikovs caquettent. Dessinent le contour des corps étendus. Et les agonisants font la même tête que lorsqu'ils sont nés. Magnifiques, qu'ils sont beaux. Une bulle sur leur bouche, qui claque, un soubresaut avec le ventre rouge, si beau. Et il Padrino, il en vendait du sang, de la gouache. Et les barbares, eux, pour croire que le monde a une raison d'être, qu'il a la vérité d'un art, et c'est pourquoi ils s'entretuent. La prière. Et il Padrino, il savait ça. Il avait des relations à travers le monde. Les barbares pensent qu'il y a des idées qui valent mieux que leur propre vie. Mais ils ne savent pas que la nature, c'est-à-dire les vagues continues de la matière, est la seule chose qui est une raison. Parce que les hommes, eux, n'ont pas encore leur vrai visage. Il Padrino avait toujours été une ordure.
il n'avait plus de rouston. Il voyait le monde comme un réseau de capitaux, un marché de symboles et de faux sentiments dégueulasses. La bourse des guerres et des musées. Il avait tiré des ficelles, lui et ses amis, mais là, au pays des montagnes, il ne bougeait plus. Il avait toute sa tête. Il était important dans sa société, mais sa chair n'était drôlement que triste. Attaché qu'il était à son fauteuil et à ses sondes à merde. L'ordure. Un personnage emblématique, s'il en est. Donc effectivement, lui m'avait un peu induit en fait à imaginer toute une histoire africaine coloniale de la part dans le passé de cette famille, donc désormais réduite à la folle, à l'aîné. Enfin, j'avais une autre question. T'es pas obligé de répondre en fait, mais parce que moi j'ai toujours une curiosité sur les exergues en fait. Et il y a un double exergue à KO, mais il y en a un notamment qui est une citation de David Garnett, La femme changée en renard. Et pendant au moins 130 pages, on ne comprend pas pourquoi il y a cet exergue. Donc, est-ce que tu acceptes? Tu l'as compris à la 131e page? Je suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce que tu peux nous, enfin voilà, sans dévoiler des secrets de fabrication interdits, mais nous en dire un petit peu sur voilà, enfin, cette façon dont le surnaturel rôde en fait. Alors déjà, pour qui ne l'a pas lu, je vous conseille vraiment la lecture de ce bouquin qui sont extraordinaires. Donc La femme changée en renard, David Garnett, qui est un contemporain de Woolf. C'est chez qui? Cahier rouge, je crois que c'est un cahier rouge. Ouais. Super livre, vraiment. Et bref, je crois que c'est vraiment dans la toute première phrase de la deuxième de la femme changée en renard, où il dit justement ceci. Les faits merveilleux ou surnaturels ne sont pas aussi rares qu'on le croit. Il faudrait plutôt dire qu'ils se produisent sans ordre. Voilà. Et en fait, oui, c'est ma réponse. Non mais parce que ça veut tout dire. Oui. Pas besoin de disserter là-dessus. Je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, effectivement, le surnaturel, c'est ce qui se produit sans ordre. Et le chaos est là. Il y a la présence d'une chambre 2666. Ah non, pas Bolagno. Non. C'est pas à cause de ça. Ah non. Non. Je pense que là encore, c'était à l'époque où je biffais tous les marqueurs un peu trop. Et je pense qu'au début, ça devait être la chambre 26. Je sais pas pourquoi 26. Je me suis dit que c'était trop bête 26. Puis après, je me suis dit, bon, 666, le diable. Voilà, j'ai rajouté 2-6. D'accord. Et après, oui, on m'a parlé de Bolagno, mais bon, sans doute, hein, mais je sais pas. D'accord, non, mais voilà, c'était une simple curiosité. En revanche, alors, dans un entretien, en fait, donc filmé en décembre, tu avais une phrase qui m'a beaucoup marqué, enfin que j'ai vu très récemment après avoir lu le livre évidemment, qui parlait donc de la façon dont tu supprimais des repères pour permettre de monter à l'allégorie en fait. Mais il y avait aussi un morceau de phrase qui m'intéressait beaucoup, qui était de pousser le lecteur dans un délire doux. Et j'aime bien cette notion de délire doux. Parce que c'est effectivement... Alors là, j'ai fait un auto-spoiler, parce que s'il y a un délire doux, on se dit bien que ça se finit pas si mal que ça. Enfin, sinon on dirait pas délire doux. Donc d'accord, oui, la fin est pas monstrueusement atroce. Mais pour ce livre, pour moi, c'est un délire doux dans le sens. Ce livre est un délire doux dans le sens où c'est pour moi une langue commune. C'est vraiment la langue que nous parlons, entre autres, hein, parce qu'au fond, c'est un livre vraiment très hyper lisible.
est quand même très structuré, donc il n'y a pas de problème de repère. Néanmoins, quand j'aborde ces questions, enfin, toute cette idée de transparence intérieure, de pensée, etc., je l'aborde de façon... je me dis qu'on pense tous comme ça. Et que il est vrai que si on mettait je mets un dictaphone dans ta tête et que je te faisais écouter ensuite ce que tu pensais, tu serais très surpris. Peut-être que tu appellerais ça un délire doux. Et, et c'est vrai que il me semble qu'on est vraiment dans un monde où on cloisonne absolument tout. Alors d'un côté on a la poésie, de l'autre on a les romans, de l'autre, enfin, une espèce de... Voilà, on revient encore à la problématique du problème de la collection. On collectionne les choses et on les organise. On organise des pensées. Et là, on est dans un monde où, bah, finalement, nos délires doux, et où on va l'accepter, c'est dans la nuit. Et on appelle ça des rêves. Alors, voilà. Et ça, c'est admis. Les dissociations, les ruptures, les changements de lieu, les changements de personnages, qu'on habite ça, c'est normal. Voilà. Mais le fait qu'on ait des pensées, ça par contre, qu'on ait des pensées un peu qui divaguent, ça par contre, on n'en parle pas. Et donc c'est un délire doux dans ce sens-là. Dans le sens où il me semble que la folie nous traverse absolument tous, et que là on n'est pas du tout dans le registre Artaud et machin. On est vraiment dans cette folie-là, c'est-à-dire... et d'ailleurs, ça c'est un article qui a été écrit sur le livre et qui m'avait intéressé, c'est que finalement la véritable folie, c'est pas cette douceur de vivre et qui nous rend un peu chaotiques les uns et les autres, mais la véritable folie, et c'est pourquoi la folle s'appelle la folle, c'est que la véritable folie, elle serait davantage dans un excès de lucidité. Et c'est là où, à mon avis, le propos... Parce que le personnage de la folle, c'est sans doute le personnage le plus lucide, mais qui nous apparaît à nous comme étant le plus cinglé, au départ, et progressivement, on va comprendre que pas du tout. Et que c'est les autres qui, justement, vont se laisser porter, vont être parlés par l'histoire, être soumis, finalement, à tout ce qu'ils vont... qui, eux, par faute de lucidité, vont être les vrais fous. Alors que la folle, elle, maîtrise les choses, les organise. Et d'ailleurs, c'est elle qui voit le chaos. Enfin, ce machin planté en haut du ciel. Je sais pas si je réponds à ta question. Si. Oui, là, j'ai parlé comme je pense. Hein. Je suis désolé. Si j'apparais comme un fou, je suis désolé. Moi, je trouve qu'il est un peu magique, en fait, donc ce livre. Donc, effectivement, d'où le fait que cet exergue tombe particulièrement juste. Hein. Enfin, celui de la femme changée en renard. Il est un peu magique parce que c'est pas si fréquent des romans, donc qui se définit comme un roman, donc qui a une véritable narration, une vraie histoire. Il se passe des choses. On va d'un point à un point B, même si le point B flotte un peu, sans usage de cargo cette fois. Sur ce chemin... Excusez-moi, je vais pas vous enquiquiner avec toutes ces théories fumeuses, mais juste parce qu'on parlait de data transport tout à l'heure, et tu me parlais du lien, et en fait c'est vrai que moi je suis tout le temps obsédé par le fait d'arriver ou de ne pas arriver quelque part. Et voilà, je vais être plus clair. Data transport, c'est l'histoire d'un gars qu'on retrouve qui a perdu la mémoire, qui est embauché dans les tri postaux où il va finalement traiter tous les NPAI qui sont tous aussi délirants que les uns que les autres, les lettres au Père Noël, à machin, un truc, et c'est par cela qu'il va recouvrer sa mémoire. Et ce livre, ce Data Transport, c'est une boucle temporelle. Et ce n'est qu'après avoir écrit le livre que j'ai pensé à Bartleby. Et en fait, dans le livre de Melville, je me suis souvenu que, alors que tout le monde parlait du je ne préférerais ne pas, moi, ce qui m'avait en définitive énormément marqué, c'était la toute dernière page du livre, où Melville dit, de façon d'ailleurs très floue, dit, ce type-là, enfin, je le dis pas comme ça, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, on croit savoir qu'il est parti à Washington et qu'il travaille maintenant dans un centre de rebuts postaux.
Et là, je trouvais ça extraordinaire. Ce type qui préférerait ne pas va traiter ensuite des rebuts postaux. Enfin, finalement, c'est des choses qui n'arrivent pas, enfin, qui n'arrivent pas à destination. Et donc là encore, on est dans un parcours. On est dans un parcours, et ce qui, moi, m'intéresse, finalement, c'est le fait Une chose que je me qu'on permets soit dans de le mentionner, mouvement. tu vois, Mathieu, c'est que, enfin, qui va exactement avec Bartleby, mais dans un registre beaucoup plus populaire, mais on n'y fait pas non plus attention, mais réellement, dans Men in Black, quand le personnage de Tommy Lee Jones a, lui, eu sa mémoire effacée, le métier dans lequel il se retrouve, c'est centre de tri postal. Et donc il y a vraiment ce lien qui peut pas être fortuit. Hein. Voilà, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur ce qui n'arrive pas à destination. Bref, de me concentrer sur le mouvement, sur le flux. Et voilà, dans Chaos comme dans Data Transport, on est vraiment dans du flux. C'est-à-dire que tout l'intérêt réside dans cette parole en mouvement. Je sais plus pourquoi je disais ça, je suis désolé. Mais parce que tout Chaos, c'est l'histoire d'une traversée. Enfin, c'est l'histoire d'une traversée où ces personnages rassemblés de façon pas du tout aussi fortuite qu'on pourrait l'imaginer, même si au départ il y a beaucoup de hasard, puis les choses se construisent. On va de la ville à l'autre ville, et en fait il y a toute une mémoire et quelque chose qui avait l'air d'être sorti de nulle part et d'être complètement contingent, qui se reconstruit, qui reprend son caractère de nécessité possible en fait peu à peu, parce que l'histoire familiale se reconstruit et on voit tout à coup les différents possibles, enfin qui ont été opérés en fait à certains moments, et ça conduit effectivement par un personnage qui est assez magique. Et ce que tu disais, enfin, est très très beau et très juste, c'est que la personne la plus lucide, la plus pertinente, la plus percutante, qui nous guide en fait tout le long, sous son air décousu apparent initial, c'est la folle hein, qui nous emmène en fait avec elle, et c'est un voyage qui est un chouette voyage quoi. Enfin vraiment, même si tout le long du chemin n'est pas que agréable, hein, parce que y a aussi des choses un peu désagréables, mais ça. C'est celle qui dit le plus sur l'état politique aussi du monde et de ce que sont les gens ensemble. Oui, et on retrouve cette question, mais qui avait été évoquée là aussi à propos de Data Transport, c'est que c'est un de ces paradoxes, c'est que c'est par une personne donc réputée folle que la conjonction des subjectivités peut créer une communauté, et qu'une communauté en fait, parce que c'est aussi l'élaboration d'une communauté en fait, cette traversée, de façon très inattendue. Et donc il y a alors sans jamais rien qui soit ni assoné ni lourd et tout, mais il y a effectivement un fil conducteur politique extrêmement fort en fait dans Chaos, sur ce que ça dit du monde tel qu'il va, enfin va. Et puis il y a de l'humour, quoi. Bah, on se marre tout le temps. Hein. Non mais c'est vrai, on se marre tout le long. Hein. Même dans les moments un peu, on se marre quoi. Enfin, moi en tout cas, je suis beaucoup marré. Ah bah ouais, mais c'est... Ah oui, je pense il y a un dialogue entre la grand-mère et des rats, ça c'est drôle. Qui joue du violoncelle. Non, mais il y a des côtés un peu délirants, un peu... Il y a plein de moments aussi où je me suis bien amusé. Ouais, ou la perception des gens dans le TGV. Ouais, ouais. Ce qui peut être pris pour un TGV. Mmh. Voilà, donc je veux dire, si vous avez pas déjà lu Chaos, bah, faites-le sans tarder. C'est un livre qui se lit, c'est un livre qui se relit, c'est un livre qui s'offre. Ne l'oubliez pas. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Parce que voilà, c'est un livre qui déjoue assez subtilement les attentes qu'on pourrait y placer. Et ça, c'est précieux, parce que les livres, bon, sont des livres qui sont prévisibles. Là, c'est un livre qui vous dit dès le départ, en fait, de quoi il s'agit. Les 5 premières pages sont lumineuses, hein, et on va quand même être surpris de la façon dont ça fleurit, en fait, jusqu'à la page 155, jusqu'à la fin, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose de rare, quoi.
jusqu'au bout de pas aller exactement là où vous pensez en tant qu'écriture victoire. Mais je pense chacun, après, chacun lit comme il erre, et se fait ses propres subjectivités, mais c'est euh, c'est rare, c'est émouvant, c'est drôle, et à la fin on se dit ouais, je vais le relire très vite parce que je suis sûr que je vais le lire une deuxième fois et en voir encore d'autres choses parce que cette puissance allégorique qui a été, alors là avec beaucoup de détermination, hein, qui a été mise, bah, a fait qu'il y a beaucoup de possibilités ouvertes, de chemins de traverse, de sentiers qui bifurquent à, à chaque chapitre ou presque, quoi. Et c'est vraiment un très très beau livre, quoi. Et, donc est-ce que tu nous en lirais un dernier extrait? Tu veux quoi? À chaque fois, dans la date transport, c'était pareil. Et là, à chaque fois, je m'amuse à mettre un. C'est pas ce que je vais lire, hein, c'est une parenthèse. Je mets un rêve, un vrai rêve que j'ai fait au moment de l'écriture du livre. Et pour la date transport, c'était assez drôle, je vous raconte quand même. Ça n'a rien à voir, hein. Mais je suis bibliothécaire et je rêvais qu'un élu venait me voir et me disait il faut absolument réenchanter les administrés de l'arrondissement. Donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, inscrire Alice au Pays des Merveilles, lui faire une carte? Je disais, mais monsieur, j'étais très embêté. Alice au Pays des Merveilles, il n'existe pas. Il dit, bah, vous l'inscrivez quand même, vous faites une carte. Je dis, oui, d'accord, mais vous savez très bien que je ne peux pas inscrire si la personne n'a pas sa pièce d'identité, si elle n'existe pas. Mais elle est à la préfecture. Bref, c'était un truc comme ça. Donc, voilà, il y avait cette histoire de bibliothécaire. Et là, dans ce livre-là, il y a cette histoire d'animal, de vison d'Amérique qui vient mordre à 4h11 tous les jours, précisément ici, là, entre le pouce et l'index, où c'est un peu palmé, l'interne. Et c'est vrai que j'ai fait ce rêve-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de... Bref. Alors, un truc... Bon, c'est pas spécialement drôle, hein. Moi, je me suis amusé à l'écrire, mais c'est pas drôle. Son univers est très minéral. Pierre, béton, dalles, bris. Au-dessus d'elle, le plafond craquelé vomit de la poudre de ciment. Cri des parois. À l'angle, en haut, persiste un petit trou. Le terrier du cafard. Celui qui dévorait des yeux le psychiatre, voleur de sac à billes, va-et-vient, et un, et deux, et pis, le ressac sur la grève, la très obsessionnelle bête solitaire. La folle s'élève très brutalement jusqu'à l'insecte. Geste brusque, à l'aide d'une chaise qu'elle met en équilibre sur le bureau à l'angle de la chambre. Elle est très haut, yeux dans les yeux avec l'animal. Elle l'observe quelques secondes, penche la tête doucement, se demande pourquoi les corps ne sont que choses malheureuses, fragiles, tristes passages, puis elle sort la langue et un et deux et bouffe la bestiole. Chaîne alimentaire. Les dominos de viande tombent sans cesse les uns sur les autres. C'est la spirale animale. Qui bouffe quoi? On peut le deviner. Reste à savoir qui sort du jeu, qui se nourrit autrement. Le renard dit au petit prince: je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. La vie de la folle n'est pas monotone, ne s'apparente à celle d'aucun homme. Entre les maxillaires de la folle, le corps et les pattes de l'insecte grouillent comme 1000 bêtes survoltées, croquées entre 36 dents tachetées de sang, un bris de carapace craquante. 36 masses en départ. La chaîne dont on souhaiterait se départir, hélas, les crocs ont le malheur nécessaire d'être dans le besoin. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je te libère, dit-elle. Quelques pattes noires et agitées dépassent encore entre ses lèvres épaisses. La folle sourit,
perché sur sa chaise en équilibre précaire. Et là, quelle n'est pas sa surprise lorsque, à l'angle, entre les jointures du mur et du plafond, coincée sur un rebord à côté du trou, elle aperçoit un immense pissenlit encore plein de toutes ses aigrettes blanches et libres, pompons étoilés. Le cafard l'aurait-il porté jusqu'ici? Pourquoi faire? L'honorer? Serait-il un de ces objets de culte? Que fit-il ici, si vert, si jeune, si végétal, si périssable? Mais quel bonheur! La folle redescend alors tout en vrac, pissenlit en main, corps tombant démantibulé, flanquant tout à terre, frénétique, puis commet aussitôt quelques pas de danse, saut rapide et enthousiaste, sur l'avant, puis sur le côté, joie, une chorégraphie exaltée en plein milieu de sa chambre, entre lit, ciment, bureau, béton, et c'est tout. Merci beaucoup, Mathieu.